Elle avait été renvoyée 7 fois, rejetée par des familles incapables de voir au-delà de son silence. Mais lorsqu'elle arriva dans cette ferme isolée, elle rencontra un homme qui fit ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Il apprit à l'écouter sans avoir besoin de mots. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde où personne n'essaie de comprendre votre langue, où votre simple existence dérange tant que 7 foyers différents vous mettent à la porte? Élise connaissait ce monde mieux que quiconque, mais cette histoire s'est déroulée dans l'arrière-pays provençal, en septembre 1928, à une époque où être différent était presque considéré comme un péché, et où l'amour a dû s'inventer son propre langage pour exister. Avant de continuer, si vous nous regardez depuis la France, ou d'ailleurs dans le monde, dites-nous en commentaire d'où vous suivez cette histoire. C'est un récit sur l'acceptation et l'amour véritable, et j'aimerais savoir combien de personnes, aux 4 coins du globe, seront touchées par l'histoire d'Élise et de Raphaël. Inscrivez votre ville dans les commentaires, cela aide énormément la chaîne à grandir et à continuer de vous apporter des histoires qui vont droit au cœur. Élise Morel avait 24 ans et portait sur ses épaules le fardeau de 8 années de rejet. Elle était née sourde-muette, dans une famille pauvre de la région de Manosque, 4e fille d'une fratrie de 7, dans une maison où la nourriture manquait déjà pour les bouches qui savaient parler. Sa mère, Cécile, s'aperçut que quelque chose clochait lorsqu'Élise eut 1 an. Elle ne répondait pas aux appels, ne sursautait pas au bruit de l'orage, ne babillait pas comme les autres bébés. Le père, Antoine, un homme de la terre, dur à la tâche, refusa de l'accepter pendant des années. Il claquait des mains près de la tête de la petite en espérant une réaction, criait son nom de plus en plus fort, comme si le volume pouvait percer la muraille du silence. Quand Élise eut 5 ans, le père finit par admettre la vérité. La gamine était muette et sourde, et à ses yeux, comme pour beaucoup à cette époque, c'était un fardeau que le bon Dieu avait infligé à la famille pour expier un péché inconnu. Cécile pleurait en cachette, non pas pour la fille qu'elle avait, mais pour celle qu'elle espérait avoir. Élise grandit en sentant le poids de ce regard de pitié mêlé de honte. À l'école du village, elle ne tint que 3 semaines. L'institutrice, Madame Carmen, une femme dans la 50aine à la patience courte, décréta qu'il était impossible d'instruire quelqu'un qui n'entendait pas les leçons et ne pouvait répondre aux questions. Élise fut renvoyée chez elle avec un billet disant qu'elle serait plus utile à aider sa mère aux tâches ménagères. À 16 ans, alors que la famille ne parvenait plus à nourrir tous ses enfants, Cécile emmena Élise voir le père Vincent à l'église paroissiale. C'était un homme grand, maigre, avec des lunettes rondes qui glissaient sans cesse sur son nez aquilin. Il écouta la mère dire que la fille avait besoin d'une place, qu'elle était bonne travailleuse malgré tout, qu'elle savait nettoyer, lessiver, cuisiner en suivant l'exemple visuel. Le curé promit de trouver une famille qui accepterait Élise en échange de travaux domestiques, du gîte et du couvert. Cécile quitta l'église soulagée. Élise en sortit le cœur serré, réalisant qu'on la cédait comme on donne un chien de ferme dont on ne veut plus. La première famille fut les Meunier, propriétaires d'une épicerie au bourg. Cela dura 5 mois. Madame Meunier se plaignait qu'Élise ne comprenait pas les ordres, qu'elle faisait les choses de travers, qu'on perdait du temps à essayer de déchiffrer ce qu'elle voulait. Ils rendirent Élise au prêtre en disant qu'ils avaient besoin de quelqu'un de plus dégourdi. La deuxième famille, les Lefebvre, éleveurs de cochons, la gardèrent 3 mois. Le problème vint du fils aîné, Julien, un garçon de 18 ans qui s'imagina, parce qu'Élise était muette, qu'elle ne pourrait pas raconter s'il la touchait de façon inappropriée. Elle se défendit avec une poêle en fonte, lui ouvrant l'arcade sourcilière. Elle fut renvoyée au presbytère, accusée d'être violente et dangereuse. Élise tenta d'expliquer par des gestes désespérés ce qui s'était passé, mais ces gestes n'étaient pas un langage reconnu, et Julien, lui, savait très bien parler. La 3e, la 4e et la 5e famille se mélangeaient dans la mémoire d'Élise comme une suite floue de visages la regardant avec déception.
Les bonnets disaient qu'elle effrayait les enfants avec les sons étranges qu'elle émettait en essayant de communiquer. Les Rousseau se plaignaient qu'elle était têtue, car elle n'obéissait pas à des ordres qu'elle ne pouvait lire sur les lèvres. Les Blancs dirent simplement que ça ne marchait pas, sans plus d'explication. La sixième famille, les Fournier, furent les pires. Ils traitaient Élise comme une bête de somme, la faisaient dormir dans un réduit sans fenêtre au fond de la grange, lui donnaient les restes. Elle s'enfuit après 2 mois, retournant chez le prêtre les pieds en sang, à force de marcher pieds nus sur les chemins caillouteux. La septième famille fut les Charpentier. Madame Béatrice était une femme de 40 ans, mère de 4 enfants bruyants, mariée à Raymond qui travaillait à la scierie. Ils acceptèrent Élise en janvier 1928 avec une certaine réticence, plus par l'insistance du père Vincent que par volonté propre. Élise travailla dur durant ces 3 mois. Elle se levait avant l'aube, allumait le fourneau, préparait le café, lavait le linge au lavoir, s'occupait du potager, nettoyait la maison de fond en comble. Mais Béatrice trouvait toujours à redire. La soupe manquait de sel, le linge était mal repassé, il restait de la poussière dans les coins. Élise essayait de faire mieux, mais il était impossible de viser juste quand les instructions venaient sous forme de cris qu'elle n'entendait pas et de gestes impatients qu'elle ne parvenait pas à interpréter à temps. Ce qui mena véritablement au 7e renvoi fut un incident lors d'un après-midi de février. Élise cuisinait un pot-au-feu quand l'un des fils de Béatrice, le petit Pierre, 6 ans, déboula dans la cuisine poursuivi par son frère. Ils percutèrent Élise qui renversa la marmite de bouillon brûlant sur le sol. Le liquide bouillant éclaboussa la jambe de Pierre, qui hurla de douleur. Élise n'entendit pas le cri, elle vit seulement l'enfant sauter et pleurer, vit la brûlure rosir la peau. Elle tenta d'aider, attrapa un torchon humide, mais Béatrice arriva telle une furie, poussa violemment Élise et serra son fils contre elle. Élise vit les lèvres de la femme bouger rapidement, vit la rage sur son visage, vit le doigt pointé vers la porte. Ce soir-là, Béatrice dit à son mari qu'Élise était dangereuse, qu'elle avait blessé le petit, qu'elle ne pouvait rester un jour de plus dans cette maison. Le lendemain, Raymond ramena Élise au père Vincent. Ce fut dans un silence pesant, elle assise dans la charrette, regardant ses propres mains calleuses. Elle savait ce qui se passait car cela s'était déjà produit 6 fois. C'était le 8e rejet si l'on comptait sa famille de sang. Élise avait 24 ans et se sentait comme si elle en avait 60, tant son âme était lasse. Lorsqu'ils arrivèrent à l'église, elle vit le prêtre soupirer profondément en la voyant. Vincent ôta ses lunettes, les essuya avec sa soutane, un geste qu'il faisait toujours quand il était inquiet. Il écouta Raymond expliquer la situation, vit le prêtre hocher la tête et lut dans ses yeux quelque chose qui la terrifia, le renoncement. Le père Vincent était un homme de bonne volonté, mais limité par sa propre vision du monde. Pour lui, Élise était une pauvre fille, une créature de Dieu qui avait besoin de charité, mais qui présentait aussi un problème pratique insoluble. Cette famille avait essayé et échoué. Il commençait à manquer d'options dans le village. Les gens chuchotaient déjà que la muette était maudite, qu'elle portait la poisse aux maisons où elle séjournait. Vincent ne croyait pas aux malédictions, mais il croyait aux réputations, et celle d'Élise était entachée par des circonstances dont elle n'était pas coupable, mais dont elle ne pouvait se défendre. Élise passa 3 jours à dormir dans une minuscule chambrette au fond du presbytère, aidant la cuisinière de l'église, priant un Dieu dont elle ignorait s'il l'entendait, puisque personne d'autre ne semblait l'écouter. Elle mangeait peu, dormait moins, sentait l'avenir se fermer comme une porte claquée par le Mistral. Le 3e jour, le père Vincent la convoqua pour parler. Il parla lentement, articulant bien les mots pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres, chose que peu de gens prenaient la peine de faire. Élise avait appris seule à déchiffrer le mouvement de la bouche des gens. Elle n'était pas parfaite à cet exercice, mais captait l'essentiel quand on avait de la patience. Le prêtre dit qu'il avait une dernière option. Il y avait un homme qui vivait seul dans une petite ferme à environ 2 lieues du village.
en direction des montagnes. Son nom était Raphaël Giraud, veuf depuis 6 ans, un homme dans la trentaine qui élevait des chèvres et cultivait quelques vignes et oliviers sur une propriété modeste. Raphaël était venu au village la semaine précédente acheter des provisions et, entendant Vincent commenter la situation d'Élise, avait dit quelque chose qui surprit le prêtre. Il avait dit qu'il acceptait qu'elle vienne travailler pour lui, qu'une ferme avait toujours besoin de bras, et que son silence ne serait pas un problème, vu que lui-même n'était pas un homme de grande conversation. Élise accueillit la nouvelle, le cœur partagé entre espoir et peur. Espoir, car c'était une chance d'avoir un toit. Peur, car elle ne supportait plus la douleur d'être rejetée. Elle demanda au prêtre, par des gestes qu'il comprenait à moitié, si cet homme était bon. Vincent hésita avant de répondre, admit qu'il ne connaissait pas très bien Raphaël. L'homme s'était isolé après que sa femme fût morte de fièvre 6 ans auparavant. Il venait au bourg 1 fois par mois pour vendre son fromage de chèvre et acheter le nécessaire. Parlait peu, payait ses comptes, repartait. Les gens disaient qu'il était devenu étrange avec la solitude, mais personne n'avait rien de spécifique à lui reprocher. C'était, selon les mots du prêtre, un homme de bien qui avait choisi la vie d'ermite. Au matin du 1er septembre 1928, Élise fit ses adieux à la cuisinière de l'église, prit son maigre baluchon, un change de vêtements, un peigne cassé, un chapelet que sa mère lui avait donné des années plus tôt et monta dans la carriole que le père Vincent avait louée. Ils suivirent le chemin de terre qui quittait le village en direction des reliefs. C'était le début de l'automne, l'air encore tiède, mais avec cette pointe de fraîcheur qui annonçait des temps plus froids. Élise regardait le paysage, les champs d'herbes dorées, les clôtures de bois tordus, le bétail paissant, le ciel d'un bleu pur traversé de nuages blancs paresseux. La route montait progressivement. Après presque 2 heures de voyage, le père Vincent pointa une entrée sur la gauche. Un sentier étroit menait à l'intérieur d'une propriété entourée d'arbres. Ils continuèrent pendant encore 15 minutes jusqu'à arriver dans une cour en terre battue. À droite se dressait une maison simple en pierre sèche et crépie, toit de tuiles canal rouge, une petite terrasse sur le devant. À gauche se trouvaient 2 granges, l'une pour les chèvres et l'autre pour ranger les outils et les provisions. À l'arrière, Élise vit quelques rangées de vignes et d'oliviers grimpant le flanc de la colline. Tout avait un air d'organisation pratique, mais aussi de solitude palpable. Il n'y avait pas de géranium aux fenêtres, pas de linge coloré sur le fil, aucun signe de vie au-delà du fonctionnel. Raphaël Giraud sortit de la maison quand il entendit le bruit de la carriole. Élise le vit pour la première fois et son cœur battit plus vite pour une raison qu'elle ne sut identifier. Il était grand, devait mesurer environ 1,80 m, les épaules larges d'un homme habitué au travail de force. Il portait un pantalon de velours côtelé sombre, une chemise de coton beige aux manches retroussées jusqu'aux coudes, des bretelles, des bottes usées, des cheveux châtain foncé avec quelques fils gris aux tempes, bien qu'il semblât avoir moins de 40 ans. Un visage anguleux, une mâchoire forte avec une barbe de 2 ou 3 jours, des yeux bleus profonds qui contrastaient avec sa peau tannée par le soleil. Le père Vincent descendit de la carriole et salua Raphaël d'une poignée de main. Élise resta assise, observant. Elle vit les 2 hommes converser, vit Raphaël écouter en silence, opiner de temps en temps, regarder brièvement dans sa direction. Elle ne pouvait pas lire sur les lèvres à cette distance. Alors, elle attendit simplement, les mains croisées sur ses genoux, se préparant mentalement à une nouvelle tentative qui finirait probablement comme toutes les précédentes. Raphaël s'approcha enfin de la carriole et tendit la main pour l'aider à descendre. Élise prit sa main et sentit la fermeté, la callosité de la paume, la chaleur. Elle descendit, se tint debout devant lui. Raphaël était beaucoup plus grand. Elle dut incliner la tête en arrière pour voir son visage. Il l'examina un instant, non pas avec la curiosité morbide à laquelle elle était habituée, mais avec ce qui ressemblait à une évaluation pratique. Puis, il fit un signe de tête, prit son baluchon dans la carriole et indiqua d'un geste simple qu'elle devait le suivre. Le père Vincent prit congé en disant qu'il reviendrait dans 1 mois pour voir comment les choses se passaient.
Élise vit la carriole s'éloigner sur le sentier en soulevant la poussière, vit son dernier lien avec le village disparaître entre les chênes verts. Elle se retourna et vit Raphaël attendant sur le pas de la porte. Elle le suivit, monta les 3 marches de la terrasse, entra. L'intérieur de la maison était simple mais propre. Une salle commune avec une table en bois massif, 4 chaises paillées, un vieux canapé bien conservé, un buffet contre le mur. À travers une porte ouverte, on voyait la cuisine avec une cuisinière à bois en fonte, un évier en pierre, des étagères avec des provisions. Raphaël traversa la salle et ouvrit une autre porte, montrant une petite chambre. Il y avait un lit simple avec une paillasse, un coffre au pied, une fenêtre avec un rideau délavé. Il posa son baluchon sur le coffre et dit quelque chose qu'Élise tenta de lire sur ses lèvres. Elle capta les mots « chambre » et « toit ». Elle comprit que ce serait son espace. Raphaël l'emmena alors découvrir le reste. Il montra où étaient les toilettes, une cabane en bois à l'extérieur. Il montra le puits où il tirait l'eau, le potager qui avait besoin de soins, le poulailler avec 8 poules et un coq. Il l'amena jusqu'à la chèvrerie où 6 chèvres laitières la regardèrent avec leurs yeux jaunes curieux. Élise sentit l'odeur forte de l'animal mêlé au foin. Raphaël pointa les seaux, les chèvres, fit le geste de traire. Elle comprit. Il voulait qu'elle aide avec les animaux. Ils retournèrent à la maison alors que le soleil commençait déjà à décliner. Raphaël alluma la lampe à pétrole, prit des pommes de terre et du saucisson sec du cellier, commença à préparer le dîner. Élise resta figée sans savoir si elle devait aider ou attendre des instructions. Il perçut son hésitation, pointa la table, indiqua qu'elle s'asseye. Elle obéit. Elle observa Raphaël cuisiner avec les mouvements pratiques et efficaces de celui qui faisait cela seul depuis des années. Le repas fut prêt en une demi-heure. Raphaël posa 2 assiettes sur la table, servit, s'assit en face d'elle. Ils commencèrent à manger en silence. C'était un silence différent de tous ceux qu'Élise avait expérimentés. Ce n'était pas un silence inconfortable rempli de jugements non dits. Ce n'était pas un silence de pitié. C'était juste le silence de 2 personnes qui ne parlaient pas, chacune pour ses raisons. Raphaël, parce qu'il était un homme de peu de mots par nature et par solitude. Élise, parce qu'elle ne pouvait pas parler. Mais dans ce silence, il y avait une espèce de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Après le dîner, Raphaël pointa la vaisselle, l'évier. Élise comprit, se leva, commença à laver. Il resta quelques minutes à observer pour s'assurer qu'elle savait quoi faire, puis sortit vérifier les bêtes avant la nuit noire. Élise lava chaque assiette avec soin, essuya, rangea là où elle avait vu qu'il les prenait. Elle nettoya la table, balaya le sol de la cuisine. Quand Raphaël revint, il trouva tout rangé. Il regarda autour de lui, sembla satisfait et fit signe qu'elle pouvait aller dans sa chambre se reposer. Élise s'allongea tout habillée sur le lit étroit, se couvrit avec la fine couverture de laine qu'elle trouva pliée sur le coffre. À travers la fenêtre, elle voyait la lune croissante briller dans un ciel piqué d'étoiles. Elle entendait, non pas avec ses oreilles, mais avec la vibration que son corps captait, les sons étouffés de Raphaël bougeant dans la maison, se préparant à dormir. Elle ferma les yeux et laissa échapper des larmes silencieuses. Elle ne savait pas encore si c'était des larmes de soulagement ou de peur de ce qui allait venir. Peut-être les 2. Les premiers jours, Élise et Raphaël établirent une routine silencieuse. Elle se réveillait avec la clarté de l'aube, s'habillait rapidement, allait à la cuisine. Elle trouvait Raphaël déjà debout, le café prêt. Il indiquait par des gestes simples ce qu'il fallait faire, chercher l'eau au puits, nourrir les poules, ramasser les œufs, s'occuper du potager. Élise obéissait à chaque instruction, travaillait dur, voulait prouver qu'elle valait la peine d'être gardée ici. Raphaël n'était pas exigeant, mais il n'était pas spécialement gentil non plus. Il la traitait comme il traiterait n'importe quel ouvrier agricole, avec un respect basique mais sans intimité. À la fin de la première semaine, Élise connaissait déjà la routine de la ferme par cœur.
Se lever à l'aube, préparer le café, chercher l'eau, soigner les animaux, nettoyer la maison, préparer le déjeuner, travailler au jardin, traire les chèvres au crépuscule, préparer le dîner, faire la vaisselle, dormir. C'était une vie rude, mais pas pire que dans les autres maisons. La grande différence, c'est que Raphaël ne lui criait pas dessus quand elle ne comprenait pas quelque chose. Il répétait simplement le geste ou montrait physiquement ce qu'il voulait. Il ne montrait pas d'impatience. Il acceptait simplement que la communication entre eux devait être visuelle. La deuxième semaine, il se produisit une chose petite mais significative. Élise était au potager en train de désherber quand une vipère apparut entre les feuillages. Elle la vit, reconnut le danger à sa tête triangulaire et ses motifs en zigzag, se leva d'un bond et courut vers Raphaël qui réparait la clôture du poulailler. Elle le tira par le bras avec urgence, pointa le potager, fit des gestes désespérés, essayant de communiquer le péril. Raphaël l'observa un instant, confus, puis comprit l'urgence dans son expression et la suivit. Quand ils virent le serpent, Raphaël prit une houe, tua l'animal de 2 coups rapides et précis. Puis il se tourna vers Élise, et pour la première fois depuis son arrivée, il sourit. Ce fut un petit sourire, juste une courbure au coin de la bouche. Mais c'était un sourire. Il posa sa main sur l'épaule de la jeune femme dans un geste de remerciement et dit quelque chose. Élise lut sur ses lèvres le mot « merci ». Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne ressentait plus depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié le nom, l'importance. Elle avait été utile, elle avait protégé le potager et peut-être sauvé Raphaël d'une morsure dangereuse. Après ce jour, quelque chose changea subtilement entre eux. Raphaël commença à regarder Élise non plus seulement comme une main-d'œuvre, mais comme une personne. Il remarqua qu'elle attendait toujours qu'il mange en premier avant de se servir. Alors il commença à servir l'assiette d'Élise en même temps que la sienne. Il remarqua qu'elle ne prenait jamais la dernière tranche de pain, alors il commença à la partager en 2. De petits gestes de considération qui pour Élise signifiaient le monde, car c'étaient des gestes d'égalité, non de charité. Élise aussi observait Raphaël avec une curiosité grandissante. Elle nota qu'il ne recevait jamais de visite, n'allait jamais au village, sauf une fois par mois, passait ses soirées à lire de vieux livres à la lumière de la lampe. Elle remarqua la photographie délavée au mur de la salle, une jolie femme en robe claire, souriant à l'objectif. Elle en déduisit que c'était la défunte épouse. Elle remarqua comment Raphaël restait parfois figé, à regarder l'horizon, avec une expression de tristesse profonde. Comme s'il était prisonnier d'un passé qui ne le lâchait pas. À la fin de la 3e semaine, Raphaël dut aller au village pour vendre le fromage et acheter des provisions. Il indiqua à Élise de rester et de veiller sur la propriété. Elle acquiesça, en vérité soulagée de ne pas avoir à affronter les gens du bourg qui poseraient certainement des questions silencieuses, avec des regards bruyants. Après le départ de Raphaël avec la charrette, Élise en profita pour faire un grand nettoyage dans la maison. Elle lava tous les draps, frotta le sol, nettoya les vitres, organisa le cellier. Elle était déterminée à montrer qu'elle méritait de rester. Quand Raphaël revint en fin d'après-midi, il s'arrêta sur le seuil et regarda autour de lui, surpris. Tout brillait. Cela sentait le savon de Marseille et le romarin qu'Élise avait cueilli pour parfumer les pièces. Il entra doucement, examina chaque pièce, puis regarda Élise avec une expression qu'elle ne sut déchiffrer complètement, mais qui semblait contenir de l'approbation et quelque chose de plus, peut-être de la gratitude pour cette présence féminine qui ramenait de la vie dans une maison morte depuis 6 ans. Raphaël déchargea les courses et Élise remarqua qu'il avait rapporté du tissu à fleurs, du fil et des aiguilles. Il posa tout cela devant elle sur la table et fit un geste de couture. Élise prit le tissu, confuse, le regarda avec interrogation. Raphaël pointa la fenêtre de sa chambre où le rideau était délavé et déchiré. Elle comprit. Il avait acheté du matériel pour qu'elle se fasse de nouveaux rideaux. C'était un cadeau pratique, mais c'était un cadeau.
Élise sentit ses yeux piqués de larmes contenues. Elle serra le tissu contre sa poitrine et sourit, un sourire immense qui illumina tout son visage. Raphaël hocha la tête, parut satisfait de sa réaction et partit s'occuper des bêtes. Ce soir-là, Élise cousit à la lueur de la lampe pendant que Raphaël lisait un livre à l'autre bout de la table. C'était une scène domestique de normalité que n'importe qui de l'extérieur jugerait banale, mais pour Élise, c'était extraordinaire. C'était la première fois en 8 ans qu'elle se sentait partie intégrante d'une maison au lieu d'y être un fardeau temporaire. C'est la 4e semaine que survint la découverte qui allait tout changer. Raphaël était retourné au village, cette fois parce que le père Vincent lui avait demandé de récupérer quelques livres de la maison du défunt professeur Anselme, mort sans famille, qui avait légué sa bibliothèque à l'église. Vincent savait que Raphaël aimait lire et lui avait proposé de choisir quelques volumes avant de distribuer le reste. Raphaël revint avec une caisse en bois pleine de vieux livres. Il la posa sur la table de la salle et commença à examiner les titres. Il y avait de tout, des romans classiques, des livres d'histoire, des traités d'agriculture et même un manuel de premiers secours. Au fond de la caisse, Raphaël trouva un livre fin à la couverture de cuir usé. Le titre était presque effacé mais encore lisible, Manuel de l'alphabet des sourds-muets. Raphaël prit le livre, l'ouvrit, le feuilleta. Il y avait des illustrations de mains faisant différentes positions, chacune représentant une lettre. Il y avait aussi des explications sur comment communiquer avec les personnes sourdes, sur l'importance de la patience et de l'expression faciale. C'était un livre ancien, probablement datant de plusieurs décennies, peut-être inspiré des méthodes de l'abbé de l'Épée, mais l'information était toujours pertinente. Raphaël resta figé, tenant ce livre pendant plusieurs minutes, pensif. Élise entra dans la salle apportant du café frais et vit Raphaël avec le livre. Elle s'approcha, curieuse, essaya de voir ce qu'il lisait. Raphaël tourna le livre pour qu'elle puisse voir les illustrations des mains. Élise écarquilla les yeux, prit le livre avec révérence, tourna page après page. Ses mains tremblaient. C'était un langage, c'était une forme de communication faite spécifiquement pour des gens comme elle. Elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant, n'avait jamais su que cela existait. Elle regarda Raphaël avec une expression mêlée de supplique et d'espoir. Il comprit sans qu'elle ait besoin de demander. Il acquiesça doucement et dit quelque chose qu'elle lut parfaitement sur ses lèvres. « Je vais apprendre ». 3 mots simples qui contenaient une promesse immense. Raphaël Giraud, homme solitaire et silencieux, allait apprendre une langue entière, rien que pour pouvoir lui parler. Élise sentit son cœur se serrer d'une émotion si forte que c'en était presque douloureux. Elle serra le livre contre son cœur et, pour la première fois en 8 ans de rejet, s'autorisa à ressentir un véritable espoir. Peut-être, juste peut-être, cette 8e tentative serait différente. Peut-être que cet homme qui se cachait du monde était exactement la personne que Dieu lui avait réservée. Peut-être que les silences pouvaient se rencontrer et créer leur propre idiome. Ce soir-là, Raphaël alluma toutes les lampes de la maison pour avoir plus de lumière. Il s'assit à la table avec le manuel ouvert et commença à étudier. Élise s'assit à côté de lui, plus près qu'elle n'en avait l'habitude, observant chaque illustration, chaque explication. Raphaël commença par la lettre A, replia le pouce contre la paume et ferma les autres doigts. Il montra à Élise. Elle acquiesça avec excitation, prit la main de l'homme et ajusta la position des doigts avec plus de précision. La main de Raphaël était grande et rugueuse, la sienne petite et délicate. Le contact dura plus que nécessaire. Ils continuèrent avec les lettres suivantes. B, C, D, E, F. Raphaël apprenait lentement mais avec détermination, répétant chaque signe plusieurs fois jusqu'à mémoriser. Élise l'aidait, corrigeait, démontrait. Parfois, elle faisait des signes qui n'étaient pas dans le livre, des signes qu'elle avait elle-même inventés au fil des ans pour s'exprimer. Elle montra le signe qu'elle utilisait pour l'eau, doigt ondulant, comme un liquide.
Le signe pour manger, doigt allant à la bouche. Le signe pour dormir, paume contre la joue, et tête inclinée. Raphaël observait, fasciné. Ce n'était pas juste un alphabet, c'était un langage vivant qu'Élise avait créé par nécessité. Il prit un vieux cahier et commença à noter chaque signe qu'elle montrait, dessinant les positions des mains, écrivant la signification à côté. Élise le regardait documenter sa langue et sentit quelque chose grandir dans sa poitrine, quelque chose de chaud, d'effrayant et de merveilleux à la fois. Ils restèrent éveillés tard cette nuit-là, jusqu'à ce que l'huile des lampes vienne à manquer et qu'ils soient forcés d'arrêter. Quand ils se levèrent enfin pour dormir, Raphaël regarda Élise et fit le signe de bonne nuit qu'il venait d'apprendre, lettre par lettre, B-O-N-N-E-N-U-I-T. C'était lent, imprécis, mais c'était de la communication. Élise sourit si grand que son visage entier rayonna à la faible lueur de la dernière lampe. Elle répondit avec le même signe, plus rapide, plus fluide. Puis elle pointa vers lui, vers le livre, et fit le signe qu'elle utilisait pour merci, la main sur le cœur, puis tendue en direction de la personne. Raphaël ne connaissait pas la signification exacte, mais en comprit l'essence. Il hocha la tête, toucha légèrement l'épaule de la jeune femme dans un geste de bonne nuit, et chacun partit dans sa chambre. Élise se coucha dans son lit, au nouveau rideau fleuri qu'elle avait elle-même cousu, et étreignit son oreiller. Pour la première fois depuis qu'elle s'en souvenait, elle n'était pas juste une rejetée qu'on tolérait. Elle était une personne qu'on voyait, qu'on écoutait sans son, qu'on comprenait sans parole. Dans la ferme isolée de l'arrière-pays provençal, alors que l'automne 1928 avançait, apportant des nuits plus froides et des jours plus courts, deux silences commençaient à communiquer. Et dans cette communication improvisée faite de mains, de regards et de patience, quelque chose de très semblable à l'amour commençait à germer comme une graine plantée en terre fertile, attendant juste le moment propice pour éclore et fleurir. Mais tout ne serait pas simple. Le passé a cette manière de revenir quand on s'y attend le moins, et la tranquillité de cette ferme était sur le point d'être perturbée par des gens qui croyaient faire le bien alors qu'en vérité, ils ne faisaient que projeter leurs propres préjugés et leur culpabilité. L'histoire d'Élise et de Raphaël ne faisait que commencer, et les véritables défis étaient encore à venir, testant si cette communication silencieuse serait assez forte pour résister au vacarme du jugement du monde. 6 semaines après cette première nuit à étudier le manuel, la ferme de Raphaël s'était transformée en quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. Un foyer où 2 personnes que le monde jugeait incomplètes découvraient qu'ensemble, elles formaient un tout. Tous les matins, avant même le café, Raphaël pratiquait les signes qu'il avait appris la veille. Élise se réveillait et le trouvait sur la terrasse, bougeant les mains dans l'air, répétant des mots silencieux face à l'aurore. Elle restait à la porte à l'observer, le cœur réchauffé par son dévouement, et finissait par le rejoindre pour corriger un mouvement ou enseigner des variations. Le manuel d'alphabet ne fut que le début. Raphaël avait une facilité d'apprentissage qui surprenait Élise. En 2 semaines, il maîtrisa l'alphabet complet et parvenait à épeler n'importe quel mot lentement. En 1 mois, il connaissait déjà plus de 50 signes qu'Élise utilisait au quotidien. Mais ce qui fit vraiment la différence, ce fut quand il commença à créer de nouveaux signes avec elle, des signes spécifiques à leur vie dans cette ferme. Ils en inventèrent un pour chaque chèvre, basé sur des caractéristiques physiques. La chèvre avec une tache noire sur l'oreille gagna le signe de l'oreille touchée du doigt. La plus vieille gagna le signe d'une barbiche qu'on tire. C'était un idiome rien qu'à eux, le dictionnaire privé d'une vie partagée. La nature des repas changea complètement. Avant, c'étaient des rencontres silencieuses où chacun mangeait perdu dans ses propres pensées. Maintenant, c'étaient des conversations animées, faites de mains volant au-dessus de la table. Raphaël racontait le travail de la journée, la clôture qu'il fallait réparer, le chevreau qui allait bientôt naître. Élise parlait du potager, des recettes qu'elle voulait tenter, de l'oiseau qui avait fait son nid près de la fenêtre de la cuisine.
C'étaient des conversations simples de gens simples, mais pour Élise, c'était tout. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un conversait vraiment avec elle, et non pas à propos d'elle. Un après-midi de fin octobre, alors qu'Élise récoltait des choux au potager, Raphaël apparut avec une expression grave. Elle arrêta ce qu'elle faisait, inquiète qu'il y eût un problème. Il s'approcha et commença à faire des signes. « Je veux, signa-t-il, te poser question. » Élise acquiesça, l'encourageant. Raphaël hésita, puis continua en épelant doucement « P-O-U-R-Q-U-O-I, cette famille t'ont rendu ?» Élise sentit son estomac se nouer. Elle ne s'attendait pas à cette question, bien qu'elle sût qu'elle viendrait tôt ou tard. Elle s'essuya les mains sur son tablier, réfléchit un instant à comment expliquer 8 ans de rejet avec des signes limités. Elle commença doucement. « Elle » signa-t-elle en pointant au loin pour indiquer les familles n'ont pas essayé. Puis elle fit le signe de parler en tapant ses doigts près de la bouche et le signe d'entendre en pointant l'oreille, et nia de la tête. Elle parlait seulement et attendait que j'entende. Raphaël fronça les sourcils, assimilant l'information. « Et toi, tu as essayé de montrer que tu ne pouvais pas ?» Élise fit oui de la tête vigoureusement. « J'ai essayé », signa-t-elle avec emphase. Mais elle devenait, et ici elle fit une expression de colère et d'impatience exagérée, irritée. « Elle pense que moi !» Et elle se frappa la poitrine. « Bête !» Un mot qu'elle épela lettre par lettre. B-E-T-E. Le visage de Raphaël se ferma dans une expression de colère qu'Élise ne lui avait jamais vue. « Tu n'es pas bête !» signa-t-il avec force. Ce sont elles les bêtes, de ne pas essayer de comprendre. Élise sentit des larmes chaudes couler sans prévenir. Personne ne l'avait jamais défendue ainsi, personne n'avait jamais blâmé les autres au lieu de la blâmer elle. Raphaël vit les larmes et son expression s'adoucit immédiatement. Il fit un pas en avant et, avec hésitation, leva la main et essuya une larme sur la joue de la jeune femme avec son pouce. Le contact fut gentil, dura plus que nécessaire. Élise regarda dans ses yeux bleus et y vit quelque chose qui fit s'emballer son cœur. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la colère pour elle, de l'indignation en son nom, de la sollicitude. Peut-être était-ce même plus que cela. Raphaël laissa retomber sa main, sembla réaliser l'intimité du geste et recula un peu. « Tu es intelligente », signa-t-il. « Tu apprends vite, tu travailles dur, n'importe qui voit ça, sauf ces aveugles. » Élise sourit à travers ses larmes. « Merci », signa-t-elle, en mettant la main sur le cœur comme elle le faisait toujours. Puis elle le pointa du doigt et épela doucement « TOI différent. Toi bon. » Raphaël secoua la tête. « Je ne suis pas bon, » signa-t-il. « Je suis seul. Ça faisait longtemps que je n'avais pas. » Et ici il s'arrêta, chercha le bon signe, ne le trouva pas, alors il épela « C-O-N-V-E-R-S-E. » Tu m'as rappelé que converser est bon. Ils restèrent là, figés entre les pieds de choux, se regardant l'un l'autre, les mains immobiles, mais disant plus dans le silence que les mots ne pourraient le faire. Ce fut Élise qui rompit le moment, retournant à sa récolte de légumes, le visage empourpré. Raphaël resta un instant de plus à l'observer travailler, puis partit s'occuper de ses tâches. Mais quelque chose avait changé entre eux cet après-midi-là. Une ligne avait été franchie, passant du respect mutuel à un territoire plus dangereux et émouvant. Si vous aimez cette histoire d'amour vrai, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Dans les semaines qui suivirent, cette nouvelle proximité se manifesta par de petits gestes que tous deux feignaient de ne pas remarquer, mais qu'ils ressentaient profondément. Raphaël commença à trouver des fleurs sauvages sur le rebord de la fenêtre de la cuisine chaque matin, sans jamais voir Élise les y mettre. Élise commença à trouver sa chaise toujours positionnée sous la meilleure lumière de la lampe pour coudre le soir, sans jamais voir Raphaël la déplacer. Quand ils travaillaient près l'un de l'autre, il y avait plus de contacts accidentels qui n'étaient peut-être pas si accidentels que ça. Des mains qui s'effleurent en se passant des outils.
Des épaules qui se touchent en marchant côte à côte, des doigts qui s'attardent en enseignant un nouveau signe. Une nuit de pleine lune, mi-novembre. Raphaël lisait à table quand Élise entra de la cuisine, apportant du thé chaud. Elle posa la tasse près de lui et allait s'éloigner quand il lui saisit doucement le poignet. Élise s'arrêta, le cœur battant, le regarda avec interrogation. Raphaël posa son livre et signa. « Assieds-toi. Je veux te montrer quelque chose. » Élise s'assit, curieuse. Raphaël ouvrit un tiroir de la table et sortit le cahier où il notait tous les signes qu'ils apprenaient. Elle connaissait déjà ce cahier. Parfois, ils étudiaient ensemble grâce à lui. Mais cette fois, Raphaël l'ouvrit à une nouvelle page vers la moitié. Élise vit qu'il avait dessiné quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement des mains dans certaines positions. C'était un dessin complet de deux personnes, l'une clairement masculine et l'autre féminine, se faisant des signes. En dessous, Raphaël avait écrit « Notre langue ». Élise le regarda avec surprise. Raphaël parut gêné, se gratta la nuque dans un geste de nervosité. « J'ai pensé, » signa-t-il lentement, « que notre langue mérite un nom. Ce n'est pas juste la langue des signes, c'est notre langue, à nous deux. » Élise sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Elle feuilleta les pages suivantes et vit que Raphaël avait commencé à tout documenter de façon plus organisée, catégorisant les signes par thème: animaux, nourriture, travail, sentiments. Sur la dernière page remplie, il avait écrit une liste de mots qui n'avaient pas encore de signes. Élise lut « manque, espoir, futur » et tout en bas, écrit plus petit comme s'il avait eu peur de l'écrire, « amour ». Elle leva les yeux vers lui et vit que Raphaël l'observait avec une intensité nouvelle, attendant une réaction. Élise pointa le mot « amour » sur la page et fit une expression interrogatrice. Raphaël déglutit péniblement, puis fit un signe qu'elle n'avait jamais vu. Il croisa les bras sur sa poitrine et serra comme s'il s'étreignait lui-même. « Ça !» dit-il en formant les mots doucement avec sa bouche, pour qu'elle lise sur ses lèvres. « C'est amour. » Élise répéta le signe, bras croisés sur sa propre poitrine. Elle en sentit la signification, la sensation d'étreindre quelque chose de précieux contre son cœur. C'était un beau signe. Elle prit la main de Raphaël, qui était encore sur la table, et fit le signe à nouveau, regardant maintenant directement dans ses yeux bleus. Elle disait quelque chose, demandait quelque chose, offrait quelque chose, tout cela sans parole, mais parfaitement clair. Raphaël retint son souffle. Sa main tourna dans la sienne et ses doigts s'entrelacèrent. C'était la première fois qu'il se tenait la main pour de vrai, pas seulement pour enseigner des signes. C'était chaud, effrayant et juste. Il fit le signe d'amour en retour, bras croisés sur la poitrine, la regardant avec une intensité qui donnait à Élise l'impression de prendre feu de l'intérieur. Ils restèrent ainsi un temps impossible à mesurer, mains entrelacées, yeux rivés l'un à l'autre, le monde entier réduit à cette table de vieux bois éclairée par une lampe à pétrole. Ce fut Raphaël qui finit par lâcher sa main, lentement, avec réticence. C'était un homme de principe, un homme de respect, et Élise était sous son toit en tant qu'employée. Il ne serait pas correct de précipiter les choses, pas correct de profiter de sa situation. Mais ce qu'il ressentait était clairement écrit sur son visage, et Élise le voyait et gardait cela dans son cœur comme un trésor. Cette nuit-là, elle mit du temps à s'endormir, restant à regarder la lune par la fenêtre aux rideaux fleuris, touchant ses propres lèvres et souriant seule. Pour la première fois en 24 ans de vie, Élise Morel se sentait belle, désirée, aimée. Non pas comme un objet de pitié, mais comme une femme. Comme une personne complète capable d'éveiller des sentiments chez quelqu'un. Novembre devint décembre, et décembre apporta le froid de l'hiver provençal. Les matins se levaient avec le givre blanchissant l'herbe, et les nuits étaient faites de couvertures lourdes et de tisanes brûlantes. Raphaël et Élise passaient les soirées les plus froides, assis près du poêle à bois, lui lisant, elle cousant, échangeant occasionnellement des signes et des sourires.
C'était une vie simple, mais c'était une vie heureuse, le genre de bonheur tranquille que les gens compliqués des villes ne connaîtraient jamais. Mais le bonheur, surtout le bonheur des gens simples, a le don d'agacer ceux qui vivent malheureux. Au village, Madame Béatrice Charpentier ne pouvait s'arrêter de penser à Élise. La culpabilité de la façon dont elle avait traité la jeune fille poussait comme de la mauvaise herbe dans son cœur. Mais au lieu d'admettre son erreur, Béatrice faisait ce que beaucoup de gens font. Elle transformait la culpabilité en inquiétude, l'inquiétude en jugement, le jugement en action. Cela commença doucement, des commentaires anodins à l'épicerie, à la messe, sur la place du marché. Est-ce que cette fille muette allait bien à la ferme de Raphaël? Est-ce qu'il ne profitait pas d'elle, qu'il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas demander de l'aide? Un homme seul avec une jeune femme dans une ferme isolée, était-ce bien convenable? Personne n'avait vu Élise depuis des mois. Personne ne savait comment elle allait. Ne devait-il pas vérifier? Les commentaires se répandirent comme une traînée de poudre dans les herbes sèches. D'autres femmes du village, certaines des mêmes qui avaient rejeté Élise de leur foyer, se découvrirent soudainement préoccupées par son bien-être. N'était-ce pas de la culpabilité se transformant en souci? N'était-ce pas de l'hypocrisie pure, peut-être les deux? Mais préoccupation sincère ou non, le résultat fut le même. Un mouvement croissant estimant qu'il fallait faire quelque chose à propos de la situation d'Élise dans la ferme du veuf solitaire. Le père Vincent commença à entendre les doléances à la fin du mois de décembre. D'abord, ce fut Madame Béatrice qui vint le trouver après la messe, disant qu'elle était très inquiète, qu'elle ne dormait plus en se demandant si elle avait bien fait de laisser Élise aller chez cet homme. Puis, ce fut Madame Rousseau, Madame Lefebvre, Madame Bonnet, toutes soudainement très inquiètes pour la muette qu'aucune d'elles n'avait voulu garder chez elle. Vincent était un homme bon, mais aussi un homme de son époque et de sa position. Un curé dans un petit village avait des responsabilités sociales au-delà des spirituelles. Il promit qu'il irait visiter la ferme de Raphaël pour vérifier qu'Élise allait bien. Mais même en disant cela, une pointe de doute commença à grandir en lui. Et si les femmes avaient raison? Raphaël était un brave homme avant son veuvage, mais 6 ans de solitude changent les gens. Et Élise ne pouvait se défendre verbalement si quelque chose n'allait pas. Peut-être était-il vraiment nécessaire d'intervenir. Raphaël ne savait rien de tout cela quand il se rendit au village la première semaine de janvier pour vendre son fromage et acheter des provisions. Élise resta à la ferme comme toujours. Il reviendrait avant la nuit. Raphaël suivit le chemin de terre avec la charrette, un ciel gris d'hiver au-dessus de la tête, pensant à Élise et à ce qu'il ressentait pour elle. Il devait prendre une décision bientôt. Il n'était pas juste de la garder comme employée, alors que ce qu'il voulait vraiment, c'était la garder comme épouse. Mais et si elle ne voulait pas? Et si elle était juste reconnaissante et non amoureuse? Et s'il interprétait mal ses regards, ses sourires, ses contacts prolongés? Au village, Raphaël alla directement à l'épicerie de Monsieur Meunier. Il livra le fromage, reçut le paiement, commença à prendre les provisions dont il avait besoin. Ce fut là qu'il remarqua le silence étrange. Les gens qui d'habitude le saluaient poliment détournèrent maintenant le regard. Les conversations s'arrêtaient quand il approchait. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui clochait. Monsieur Meunier, un homme de 60 ans qui avait toujours bien traité Raphaël, se pencha par-dessus le comptoir et parla bas. « Raphaël, dit-il, les gens parlent de la fille qui est chez toi. Ils disent que ce n'est pas convenable. Le curé veut te parler. » Raphaël sentit l'irritation monter. « Me parler de quoi ?» demanda-t-il d'une voix contrôlée mais tendue. « Élise travaille pour moi. Elle est nourrie et logée. Elle est bien traitée. Quel problème y a-t-il à cela ?» Meunier se gratta la tête gêné. « C'est qu'elle est jeune, célibataire, tu es un homme seul. Les gens jasent, tu sais comment c'est. » Raphaël serra les poings. « Élise a été rejetée par cette famille, dit-il d'une voix dure. Personne n'a voulu d'elle. Je lui ai donné un endroit où elle est respectée et utile. Et maintenant, les mêmes personnes qui l'ont rejetée veulent juger ?» Meunier soupira. « Je sais, Raphaël.
je sais, mais le père Vincent veut te parler. Mieux vaut que tu ailles régler ça avant que ça ne devienne un plus gros problème. » Raphaël prit ses provisions, paya, sortit de l'épicerie la mâchoire serrée. Il alla directement à l'église. Il trouva le père Vincent dans le petit bureau à côté de la sacristie. Le prêtre se leva quand Raphaël entra, lui indiqua de s'asseoir. Raphaël resta debout. « Vous m'avez fait demander, mon père ?» demanda Raphaël droit au but. Vincent ôta ses lunettes, les essuya avec sa soutane, ce geste nerveux que Raphaël connaissait déjà. « Assieds-toi, mon fils, » dit-il d'une voix paternelle. « Nous devons parler d'Élise. » Raphaël s'assit au bord de la chaise, le corps tendu. « Quoi à propos d'Élise ?» Le prêtre joignit les mains sur le bureau. « Les gens s'inquiètent, Raphaël. Une jeune fille, seule avec un homme dans une ferme isolée. Tu comprends que ça ne semble pas convenable ?» Raphaël sentit la colère bouillir. « Élise n'est pas seule avec moi dans le sens que ses commères suggèrent, dit-il d'une voix maîtrisée. Elle a sa propre chambre. Elle est traitée avec respect. Elle travaille et reçoit en échange. Qu'y a-t-il d'inconvenant là-dedans ?» Vincent soupira. « Je te crois, Raphaël, je te crois vraiment. Mais Élise ne peut pas défendre son propre honneur. Elle ne peut pas parler si quelque chose ne va pas. Cela la rend vulnérable, tu comprends? Les gens veulent avoir la certitude qu'elle va bien. » Raphaël se leva brusquement. « Certitude ?» explosa-t-il. « Où était cette certitude quand elle a été renvoyée 7 fois? Où était cette inquiétude quand personne ne voulait d'elle? Maintenant qu'elle est heureuse, maintenant qu'elle est dans une maison où elle est valorisée, maintenant l'inquiétude arrive ?» Vincent se leva aussi. « Je comprends ta colère, Raphaël, mais j'ai une responsabilité envers Élise. C'est moi qui l'ai placée chez toi. Si quelque chose tourne mal, c'est ma faute. Je dois lui rendre visite, parler avec elle, m'assurer que tout va bien. » Raphaël respira profondément pour tenter de se calmer. « Faites votre visite alors, » dit-il. « Mais vous ne trouverez rien de mal. Élise est heureuse à la ferme, plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été dans ce village rempli d'hypocrisie. » Il sortit de l'église en claquant la porte. Il retourna à la charrette, monta, fouetta les chevaux plus fort qu'il ne le voulait. La rage bouillait en lui, non pas à cause de la visite du prêtre, mais à cause de l'injustice de tout cela. Élise avait enfin la paix, une place, quelqu'un qui communiquait avec elle, et le monde ne supportait pas de la laisser tranquille. Il fallait qu'ils fourrent leur nez partout, qu'ils jugent, qu'ils détruisent, sous prétexte de protéger. Sur le chemin du retour, Raphaël prit une décision. Il n'allait plus attendre. Il allait demander Élise en mariage. S'ils étaient mariés, personne ne pourrait rien dire, personne ne pourrait questionner. Elle serait protégée par lui légalement, socialement. Bien sûr, cela n'avait de sens que si elle voulait l'épouser, mais Raphaël avait la quasi-certitude qu'elle le voulait. Il le voyait dans ses yeux, dans ses sourires, dans la façon dont elle trouvait des prétextes pour le toucher. Il arriva à la ferme alors que le soleil était déjà bas sur l'horizon. Élise accourut de la chèvrerie quand elle entendit la carriole, un large sourire aux lèvres. Mais le sourire mourut quand elle vit son expression. « Que s'est-il passé ?» signa-t-elle, inquiète. Raphaël descendit de la charrette, déchargea les provisions et prit ses 2 mains dans les siennes. « Nous devons parler, » signa-t-il, « chose importante. » Ils entrèrent dans la maison. Raphaël alluma la lampe, prépara du café, s'assit face à elle. Élise attendit anxieuse, les mains nerveuses sur ses genoux. Raphaël commença à signer, lentement, choisissant chaque signe avec soin. « Les gens au village parlent, » expliqua-t-il. « Ils disent que ce n'est pas bien que tu habites ici avec moi. Le prêtre va venir visiter, vérifier si tu vas bien. » Élise écarquilla les yeux, alarmée. « Il va m'emmener ?» signa-t-elle rapidement. « Je vais devoir partir ?» Raphaël serra fermement ses mains. « Non !» signa-t-il avec emphase. « Pas si je peux l'éviter. Mais les gens parlent parce que nous ne sommes pas mariés. Si nous étions mariés, ils ne pourraient rien dire. » Il s'arrêta, déglutit, puis continua. « Élise, signa-t-il les mains tremblant légèrement, es-tu heureuse ici?
Elle acquiesça vigoureusement. « Très heureuse, signa-t-elle, plus heureuse que jamais dans ma vie. »« Je suis heureux aussi, signa Raphaël. Plus heureux depuis que tu es arrivé. La maison n'est plus vide, le cœur n'est plus vide. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle attendit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Raphaël descendit de sa chaise et s'agenouilla devant elle. « Élise, signa-t-il, veux-tu te marier avec moi? Veux-tu rester ici non comme employée, mais comme épouse, comme maîtresse de cette maison et de mon cœur ?» Élise ne put répondre par des signes, car ses mains tremblaient trop. Au lieu de cela, elle glissa de sa chaise et se jeta dans ses bras, l'étreignant fort, enfouissant son visage dans son cou, pleurant des larmes de pure joie. Raphaël l'étreignit en retour, la serra contre son torse, sentit son petit corps trembler d'émotion. Ils restèrent ainsi un long moment, agenouillés sur le sol de la cuisine, enlacés, comme si le monde allait s'écrouler s'ils se lâchaient. Quand ils se séparèrent enfin, Élise fit le signe d'amour que Raphaël avait enseigné, bras croisés sur la poitrine. Puis elle le pointa du doigt et fit oui de la tête à plusieurs reprises. « Oui, oui, oui !» Son visage le disait plus clairement que n'importe quel mot. Raphaël sourit vraiment pour la première fois depuis que sa femme était morte 6 ans plus tôt. Il prit le visage d'Élise entre ses mains larges et calleuses, essuya ses larmes avec ses pouces et doucement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, approcha son visage et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque chaste, juste des lèvres touchant des lèvres. Mais ce fut un baiser qui scella une promesse, qui unit des silences, qui dit dans un langage universel ce que les mains seules ne pouvaient dire complètement. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. Raphaël fit le signe d'amour de nouveau. Élise répondit de même. Alors elle prit sa main et la posa sur son propre cœur pour qu'il sente comme il battait fort. Raphaël fit de même, posa la main d'Élise sur sa poitrine pour qu'elle sente son cœur emballé. Ils n'avaient pas besoin de mots, pas besoin de signes. Les cœurs parlaient leur propre langue. Mais leur bonheur, si nouveau-né et fragile, était sur le point d'être mis à l'épreuve. Car au village, le père Vincent avait déjà prévu sa visite pour 3 jours plus tard, et madame Béatrice, ainsi que 3 autres femmes, avaient insisté pour l'accompagner afin de garantir qu'Élise allait vraiment bien. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était valider leur propre conscience coupable, trouver quelque chose qui clochait pour justifier leur rejet passé. L'orage approchait de la ferme tranquille, et Raphaël et Élise allèrent devoir prouver au monde que leur amour était réel, que leur communication était vraie, que le silence peut parler plus fort que n'importe quel cri quand c'est un silence partagé par 2 âmes qui se sont enfin trouvées. Les 3 jours avant la visite du prêtre passèrent dans un mélange de bonheur et d'appréhension. Raphaël et Élise étaient fiancés maintenant, engagés l'un envers l'autre, mais ils ne l'avaient encore annoncé à personne. Raphaël décida qu'il valait mieux attendre la visite, les laisser voir Élise heureuse et en bonne santé, et alors annoncer le mariage comme un fait accompli que personne ne pourrait contester. Mais cette attente était une douce torture, vivre comme des fiancés secrets, volant des moments d'intimité quand ils le pouvaient. La première nuit après la demande, Raphaël sortit l'alliance en or simple que sa défunte femme avait portée, gardée depuis 6 ans dans une petite boîte en bois au fond du tiroir de la commode. Il la montra à Élise avec une certaine hésitation. Elle comprit ce que c'était, à qui elle avait appartenu, et recula d'abord. Raphaël lui prit la main et signa. Elle t'aurait aimé. Elle était bonne. Elle serait heureuse que cette alliance recommence à signifier l'amour au lieu de rester enfermée à signifier la mort. Élise regarda le petit anneau d'or usé, puis Raphaël. Elle accepta avec révérence. Raphaël glissa l'alliance à son doigt, et elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour cette main. Élise regarda sa propre main parée et sentit le poids et la signification de l'objet. Ce n'était pas seulement du métal, c'était une promesse, un futur, une appartenance. Elle fit le signe de merci,
puis le signe d'amour, et se pencha pour embrasser Raphaël à nouveau. Ce baiser fut moins hésitant que le premier, plus profond, plus urgent. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle et rougissants. Raphaël savait qu'il devait garder le contrôle. Ils étaient fiancés mais pas encore mariés. Élise était sous sa protection et il n'allait pas la déshonorer en précipitant les choses. Alors il toucha son front contre le sien dans un geste de tendresse, puis indiqua qu'il était l'heure de dormir. Élise acquiesça, comprenant et respectant ses limites. Elle alla dans sa chambre, la main gauche serrée contre sa poitrine, sentant le poids précieux de l'alliance. Les jours suivants furent remplis de travail, mais aussi de planification chuchotée en signes. Ils parlèrent de quand se marier, où se marier, comment serait la vie après. Raphaël voulait se marier vite, la prochaine fois que les bans seraient publiés et que le prêtre dirait la messe. Élise fut d'accord. Ils parlèrent d'agrandir la maison, d'ajouter une chambre de plus pour les futurs enfants, une pensée qui faisait rougir Élise et sourire Raphaël. Ils parlèrent d'enseigner la langue des signes aux enfants dès tout petits, pour qu'ils grandissent bilingues, capables de parler avec leur mère et avec le monde. Le matin du 3e jour, Raphaël vit depuis la terrasse la carriole du prêtre montée par le sentier. Il appela Élise, qui était au poulailler. « Ils arrivent », signa-t-il. Elle accourut, s'essuya les mains sur son tablier, arrangea ses cheveux. Elle était nerveuse, mais Raphaël lui tint les épaules et signa « Tu vas bien, tu es heureuse. Montre juste ça. La vérité gagne toujours. » La carriole s'arrêta dans la cour. Le père Vincent descendit le premier, puis aida Madame Béatrice, Madame Rousseau, Madame Lefebvre et Madame Bonnet à descendre. 4 femmes d'âge mûr, bien habillées pour les standards du village, des expressions de préoccupation répétées sur les visages. Raphaël descendit de la terrasse, salua le prêtre d'une poignée de main ferme, mais sans chaleur. Aux femmes, il fit seulement un signe de tête, d'une froideur évidente. Élise apparut sur le pas de la porte, séchant ses mains. Les 4 femmes l'examinèrent de la tête aux pieds, cherchant des signes de maltraitance. Mais ce qu'elles virent fut une jeune femme en bonne santé, le visage coloré par le travail au grand air, le corps bien portant de qui mange à sa faim, des vêtements propres et soignés, les cheveux pris dans un joli chignon. Madame Béatrice fronça les sourcils, presque déçue de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Le père Vincent s'approcha d'Élise avec un sourire gentil. « Élise, dit-il en articulant lentement, comment vas-tu? Es-tu bien traitée ici ?» Élise regarda Raphaël. Il acquiesça pour l'encourager. Elle se tourna vers le prêtre et fit oui de la tête vigoureusement, puis mit les mains sur son cœur et sourit. Vincent regarda Raphaël, confus. « Elle dit qu'elle va bien, » expliqua Raphaël. « Très bien. » Madame Béatrice s'avança. « Mais comment pouvez-vous en être sûr, Raphaël? Elle ne peut pas parler. » Comment savons-nous qu'elle n'a pas juste peur de montrer qu'elle est malheureuse? Raphaël sentit la colère monter, mais se contrôla. « Élise n'a pas peur, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « Elle est heureuse, chose que vous n'avez jamais pris la peine de vérifier quand elle était chez vous. » Béatrice rougit, mais insista. « Tout de même, c'est la parole de monsieur contre... Eh bien, contre rien, parce qu'elle ne peut pas donner sa parole. » Ce fut alors qu'Élise fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle descendit de la terrasse, marcha jusqu'à se planter devant les 4 femmes et le prêtre, et commença à faire des signes. Ce n'étaient pas des gestes aléatoires, c'étaient des signes délibérés, une communication claire. Elle pointa vers elle-même, puis fit le signe d'heureuse en touchant sa poitrine à plusieurs reprises avec un mouvement vers le haut. Elle pointa Raphaël, fit le signe de bon, pouce levé. Elle pointa la maison, fit le signe de foyer, main formant un toit au-dessus de la tête. Elle pointa les femmes, et son expression changea. Elle fit le signe de rejet, poussant avec les mains au loin. Puis, elle pointa Raphaël à nouveau, et fit le signe d'acceptation, bras ouverts accueillants. Les femmes regardèrent les signes, confuses. Raphaël fit un pas en avant. « Je vais traduire ce qu'Élise dit. »
annonça-t-il d'une voix ferme. Elle dit qu'elle est heureuse ici, que je suis bon pour elle, que cette maison est son foyer, que vous l'avez rejetée et que je l'ai acceptée. Le père Vincent observait, fasciné. Raphaël, dit-il doucement, tu as appris la langue des signes. Raphaël hocha la tête. J'ai appris. J'ai passé les 2 derniers mois à apprendre. Élise et moi conversons tous les jours. Elle me raconte tout, ses pensées, ses sentiments, ses rêves. Elle a une voix, mon père. C'est vous qui n'avez jamais pris la peine d'écouter. Élise continua de signer, maintenant plus rapidement. Raphaël traduisit. Elle dit que dans les 7 maisons où elle est restée, personne n'a essayé de communiquer avec elle. On lui criait des ordres qu'elle ne pouvait entendre. On s'impatientait quand elle ne comprenait pas. On la traitait comme une bête stupide. Ici, dit-elle, quelqu'un a enfin appris sa langue. Quelqu'un l'a enfin vue comme une personne. Madame Rousseau, la plus âgée du groupe, essuya discrètement des larmes. Elle avait été la 5e famille, celle qui avait renvoyé Élise en disant qu'elle était têtue. Elle voyait clairement maintenant que l'entêtement venait d'elle-même, incapable de faire le moindre effort de communication. Élise n'avait pas encore fini. Elle sortit quelque chose de la poche de son tablier. C'était un papier plié. Elle l'ouvrit et le montra. C'était le dessin qu'elle avait fait ces derniers jours, un dessin de 2 personnes se tenant la main, des signes écrits tout autour. Amour, foyer, bonheur, futur. En dessous, elle avait écrit avec une écriture appliquée. Élise et Raphaël. Les femmes regardèrent le dessin, puis regardèrent Élise, qui souriait les yeux brillants. Ce fut Madame Lefebvre qui remarqua la première. « Elle est fiancée avec lui », murmura-t-elle. « Regardez sa main gauche. » Tout le monde regarda. L'alliance en or brillait aux doigts d'Élise sous le soleil de ce matin d'hiver. Le père Vincent écarquilla les yeux. « Est-ce vrai, Raphaël ?» demanda-t-il. « Vous êtes fiancé ?» Raphaël marcha jusqu'à se mettre aux côtés d'Élise, passa le bras autour de ses épaules dans un geste protecteur et possessif. « C'est vrai, » confirma-t-il. « J'ai demandé Élise en mariage il y a 3 jours. Elle a accepté. Nous nous marierons la prochaine fois que vous viendrez célébrer la messe au village. » Béatrice ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Mais, elle ne peut même pas donner un consentement adéquat, » protesta-t-elle. Élise entendit le ton de la voix même sans comprendre les mots. Elle se tourna vers Béatrice et commença à faire des signes avec intensité, l'expression féroce. Raphaël traduisit avec une satisfaction évidente. Élise dit que vous ne vous souciez pas de son consentement quand vous la passiez de maison en maison comme un objet. Vous ne demandiez pas si elle était d'accord pour y aller, vous l'envoyiez simplement. Maintenant qu'elle choisit de rester, qu'elle choisit de se marier, tout à coup, vous vous souciez du consentement. Les mots tombèrent comme du plomb. Les 4 femmes ne parvenaient pas à regarder Élise directement. La vérité était trop nette, trop douloureuse. Elles avaient traité cette jeune fille comme un fardeau à refiler. Et maintenant elle était là, heureuse et aimée, exposant l'hypocrisie de chacune d'elles. Si vous suivez et que vous êtes ému par cette histoire d'amour véritable, laissez un j'aime. Cela aide beaucoup la chaîne à continuer d'apporter des histoires qui touchent le cœur. Le père Vincent ôta ses lunettes, les nettoya, un processus qui lui donnait le temps de penser. Quand il recommença à parler, sa voix était différente, plus humble. « Élise, dit-il en articulant bien, veux-tu vraiment épouser Raphaël ? Tu n'es pas sous pression ?» Élise regarda le prêtre, puis Raphaël avec un amour si évident sur le visage que les mots en devenaient superflus. Elle se tourna vers le prêtre et fit une série de signes que Raphaël traduisit. « Personne ne m'a forcé, mon père. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me respecte. Quelqu'un apprend avec moi au lieu d'exiger que j'apprenne seul. Quelqu'un me voit comme une égale. J'aime Raphaël, je veux l'épouser, je veux avoir des enfants avec lui, je veux vieillir avec lui dans cette ferme. C'est mon choix, mon premier vrai choix dans la vie. » Le silence qui suivit fut profond.
Vincent remit ses lunettes, regarda Raphaël, puis Élise. Ses yeux étaient humides. « Je te demande pardon, Élise, » dit-il d'une voix étranglée. « J'aurais dû faire plus pour toi. J'aurais dû exiger que les familles fassent un réel effort. J'ai échoué avec toi, mais je vois maintenant que Dieu avait un meilleur plan. Il t'a amené là où tu devais être. » Il se tourna vers Raphaël. « L'aimes-tu » demanda-t-il directement. Raphaël n'hésita pas. « Je l'aime » répondit-il. « Plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau après avoir perdu ma femme. Élise a ramené la lumière dans ma vie. Elle est intelligente, travailleuse, bonne, et elle m'a rappelé que la solitude n'est pas une façon de vivre. » Vincent hocha la tête. « Alors, je vous marierai, samedi dans 2 semaines, après la messe au village. Viendrez-vous » Raphaël et Élise échangèrent un regard, eurent une conversation silencieuse, en signe rapide. Il demanda si elle voulait se marier au village avec tout le monde qui regardait. Elle hésita, dit qu'elle avait peur du jugement. Il dit qu'il n'avait rien à prouver à personne, mais qu'un mariage public signifiait une protection légale complète. Personne ne pourrait questionner après. Élise réfléchit, puis accepta. « Ça doit être public, » signa-t-elle, « pour qu'il ne puisse jamais dire que ce n'était pas réel. »« Nous viendrons, » confirma Raphaël au prêtre. « Nous voulons un mariage complet, enregistré, sans équivoque. » Le père Vincent sourit. « Ce sera fait. Maintenant, quant aux témoins. »« Je serai témoin, » interrompit une voix masculine. Tous se retournèrent. Daniel, le forgeron, marchait dans la cour venant du sentier. Il avait dû arriver pendant la conversation et attendre le bon moment. C'était un homme grand, fort, à la barbe fournie et aux yeux gentils. Le seul ami que Raphaël avait gardé à travers les années de solitude. « Je serai témoin avec joie », répéta-t-il en s'approchant et en tendant la main à Élise. « C'est un plaisir de rencontrer la femme qui a ramené mon ami du monde des morts vivants. » Élise sourit et lui serra la main. Daniel se tourna vers les 4 femmes qui étaient encore gênées et silencieuses. « Et vous, » continua-t-il d'un ton plus dur, « devriez avoir honte. Élise n'a jamais fait de mal à personne. Son seul crime a été de naître différente. Et au lieu d'aider, vous avez rejeté. Au moins ayez la décence maintenant de la laisser en paix avec son bonheur. » Madame Bonnet, la plus âgée du groupe, fit un pas en avant. Elle avait été la 4e famille, celle qui avait rendu Élise en disant qu'elle faisait peur aux enfants. Elle avait les larmes aux yeux, maintenant. « Élise, » dit-elle doucement, « je suis désolée, vraiment désolée. J'ai été lâche et paresseuse. Tu méritais mieux. Tu mérites d'être heureuse. Et si tu le permets, j'aimerais venir à ton mariage. Pas pour juger, mais pour demander pardon. » Élise regarda la femme un long moment. Elle pouvait garder rancune, pouvait rejeter comme elle avait été rejetée, mais ce n'était pas qui elle était. Elle fit le signe d'acceptation, bras ouverts, puis le signe de paix, mains se rejoignant. Madame Bonnet comprit sans traduction et commença à pleurer ouvertement. Une à une, les autres femmes présentèrent leurs excuses, certaines plus sincères que d'autres, mais toutes reconnaissant l'erreur. Béatrice fut la dernière et la plus difficile. Son orgueil luttait contre sa culpabilité. Finalement, d'une voix basse, elle dit « Tu es une meilleure personne que moi, Élise. J'espère que tu seras très heureuse. Et merci de ne pas me haïr. » La visite se termina dans une atmosphère complètement différente de celle du début. Le prêtre bénit le couple. Daniel étreignit Raphaël avec force. Les femmes prirent congé avec des révérences respectueuses. Quand la carriole descendit enfin le sentier emportant les visites, Raphaël et Élise restèrent debout dans la cour, bras autour l'un de l'autre, regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent. « On a réussi », signa Raphaël. « Ils ont vu, ils ont compris. » Élise posa sa tête sur son torse. « Peu importe, » signa-t-elle. « Il n'y a que nous qui importons. » Raphaël embrassa le sommet de sa tête. « Tu as raison, il n'y a que nous. Mais maintenant personne ne peut nous séparer. Nous sommes libres d'aimer.
Les 2 semaines jusqu'au mariage filèrent. Raphaël rénova la maison, construisit une nouvelle armoire pour les vêtements d'Élise, peignit les murs de la chambre qui serait la leur. Élise cousit une robe de mariée simple mais belle avec du tissu blanc que Raphaël acheta au village, broda de petites fleurs sur l'ourlet et le col. Ils firent des projets, rêvèrent ensemble, volèrent des baisers quand ils le pouvaient. Vécurent cette douce anticipation de la vie conjugale qui serait bientôt réalité. Daniel apparut quelques jours avant le mariage, apportant un cadeau. Un cadre en bois travaillé qu'il avait fait lui-même. À l'intérieur du cadre, il y avait un espace pour une photographie. « Pour quand vous tirerez le portrait de mariage ?» expliqua-t-il. « Tout foyer a besoin du portrait de ses maîtres. » La veille du mariage, Élise et Raphaël s'assirent sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les monts de Provence. Elle était nerveuse à l'idée d'aller au village, d'affronter tous ces regards. Raphaël lui prit la main. « Je serai à tes côtés chaque seconde, » signa-t-il. « Si à n'importe quel moment tu veux partir, on part. Le mariage, c'est à propos de nous, pas d'eux. » Élise acquiesça. Elle avait peur, mais elle avait aussi la certitude. Elle voulait ce mariage. Elle voulait son nom, elle voulait être sa femme devant Dieu et les hommes. Elle fit le signe du courage, poing fermé frappant la poitrine. « Je suis prête », signa-t-elle. Ils dormirent séparés pour la dernière fois. Le lendemain matin, Élise se prépara avec soin. Elle mit la robe blanche, peigna ses cheveux lâchés tombant dans le dos, plaça des fleurs sauvages dans sa chevelure. Elle se regarda dans le petit miroir et pour la première fois de sa vie se trouva jolie. Ce n'était pas une beauté de magazine, c'était la beauté d'une femme aimée, et cela faisait toute la différence. Raphaël frappa à la porte de sa chambre, entra quand elle le permit et s'arrêta net en la voyant. « Tu es magnifique !» signa-t-il les mains tremblant d'émotion. « Plus belle que tout ce que j'ai jamais vu. » Élise rougit, sourit timidement. « Tu es beau aussi, » signa-t-elle. Et c'était vrai. Raphaël s'était rasé de près, avait coupé ses cheveux, mis le costume sombre qu'il gardait depuis son mariage avec Claire. C'était un bel homme, Élise le réalisait maintenant, beau d'une façon rustique et masculine qui faisait s'emballer son cœur. Ils prirent la charrette et partirent pour le village. C'était un samedi matin, ciel bleu pur de janvier, air froid, mais soleil tiède. Ils arrivèrent quand les cloches de l'église commençaient à sonner l'appel à la messe. Les gens se retournaient pour regarder quand la charrette passait. Certains chuchotaient, d'autres observaient juste curieux, mais beaucoup souriaient. L'histoire s'était répandue. La muette dont personne ne voulait épousait le veuf solitaire qui avait appris la langue des signes pour elle. C'était une histoire de romance, comme les petits villages les adorent. L'église était plus pleine que d'ordinaire. Des gens qui n'allaient jamais à la messe vinrent pour voir le mariage. Le père Vincent les attendait à l'autel, vêtu de sa chasuble de cérémonie. Daniel était là avec son épouse, Madame Laure, tous deux souriants. Madame Bonnet était au premier rang avec ses filles. Même Béatrice était là, assise au fond, avec une expression de remords éternel sur le visage. La messe fut célébrée. Élise n'entendait pas les paroles, mais sentait la solennité, voyait la lumière colorée traversant les vitraux, sentait la présence de Raphaël à ses côtés, solide comme un roc. Quand vint l'heure du mariage, Vincent les appela devant l'autel. Daniel et Madame Laure se positionnèrent comme témoins. Le prêtre commença la cérémonie. Il parla d'amour, d'engagement, de deux personnes devenant une seule chair. Il parla, à la surprise de beaucoup, de communication, de comment le véritable amour trouve une façon de s'exprimer indépendamment des mots. Il regarda Élise et Raphaël avec un respect sincère en parlant. Quand vint le moment des vœux, il y eut un instant d'hésitation. Comment Élise ferait-elle ses vœux si elle ne pouvait pas parler? Vincent résolut le problème en demandant à Raphaël de traduire. « Élise, » dit le prêtre en articulant clairement, « acceptes-tu Raphaël pour époux, pour l'aimer et le respecter, dans la joie et la peine, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Élise regarda Raphaël les yeux brillants.
Elle fit oui de la tête, puis fit le signe d'amour, bras croisés sur la poitrine. Puis elle épla, P-O-U-R, T-O-U-J-O-U-R-S. Raphaël traduisit d'une voix étranglée. Elle a dit oui, pour toujours. Raphaël, continua Vincent, acceptes-tu Élise pour épouse, pour l'aimer et la respecter dans la joie et la peine, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'accepte, dit Raphaël, ferme et clair. Puis il fit les mêmes signes qu'Élise, amour et pour toujours. Pour qu'elle voie que c'était mutuel, que c'était égal, que c'était vrai, Vincent sourit. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Raphaël, tu peux embrasser la mariée. Raphaël se tourna vers Élise, prit son visage entre ses mains et l'embrassa tandis que l'église entière applaudissait. Ce fut un baiser long, profond, plein de la promesse de tous les baisers à venir. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient des larmes sur le visage et des sourires immenses. Ils sortirent de l'église main dans la main, sous une pluie de riz lancée par les présents. Les gens qui avant regardaient Élise avec pitié ou inconfort, la regardèrent maintenant avec respect et même admiration. Elle n'était plus la muette rejetée. Elle était Élise Giraud, épouse aimée, une femme qui avait trouvé sa place dans le monde. De retour à la ferme, Élise et Raphaël fêtèrent simplement. Daniel et Madame Laure vinrent dîner avec eux, apportèrent du vin, trinquèrent au couple. Quand les amis partirent à la tombée de la nuit, Raphaël et Élise se retrouvèrent enfin seuls, comme mari et femme. Raphaël prit Élise dans ses bras et lui fit franchir le seuil, une vieille tradition qu'elle connaissait. Il la posa au sol gentiment, et les deux restèrent là à se regarder, soudainement timides. Ils étaient fiancés depuis des semaines, mais maintenant c'était différent. Maintenant ils étaient mariés. Maintenant c'était permis, c'était juste, c'était sacré. Raphaël signa « Nous avons la vie entière, pas besoin que ce soit aujourd'hui si tu n'es pas prête. » Élise sourit, toucha son visage avec tendresse. « Je suis prête, signa-t-elle, je suis prête pour tout avec toi. Ce qui se passa ensuite fut privé, sacré, rien qu'à eux. » Mais ce fut une nuit d'amour véritable, de deux personnes devenant une, de silence éloquent et de toucher qui disait plus que 1000 mots. Ce fut une nuit de découverte et de tendresse, de rires bas et de larmes heureuses, de promesses faites non, avec la voix, mais avec le corps et l'âme tout entier. Les mois suivants furent faits d'ajustements et de bonheur. Élise découvrit qu'être mariée était différent de simplement habiter avec quelqu'un. C'était un vrai partenariat, c'était construire ensemble, c'était être consulté et valorisé. Raphaël l'impliquait dans toutes les décisions de la ferme, demandait son avis, respectait ses idées. La production de la ferme s'améliora même parce qu'Élise avait un œil pour l'organisation et les détails que Raphaël seul n'avait pas. En septembre, Élise sentit les premières nausées. Elle reconnut les signes car elle s'était occupée de sœurs enceintes dans son enfance. Elle le dit à Raphaël, les mains tremblant d'émotion et d'attente. « Je crois que je suis enceinte » signa-t-elle. Raphaël resta immobile 3 secondes, puis cria de joie, prit Élise, la fit tourner dans les airs, l'étreignit fort. « Tu vas être papa » signa-t-elle en riant et pleurant à la fois. « On va avoir un bébé. » La grossesse fut tranquille. Élise travailla à la ferme jusqu'à être trop lourde, puis se concentra sur la préparation des affaires pour le bébé. Elle cousit des vêtements minuscules, fit des couvertures douces, prépara la chambre avec l'aide de Raphaël. Il parlait à son ventre, Raphaël à voix haute et Élise en signe, tous deux convaincus que le bébé devait connaître les deux formes de communication dès le ventre. En mai 1929, 1 an et 2 mois après qu'Élise fut arrivée dans cette ferme attendant le 8e rejet, elle donna naissance à une fille en bonne santé aux yeux bleus comme son père et aux cheveux foncés comme sa mère. Ils l'appelèrent Claire-Hélène, honorant les 2 femmes importantes de la vie de Raphaël. La petite Claire naquit en hurlant, poumons fonctionnant parfaitement, et Élise pleura de soulagement parce que sa fille pourrait entendre, pourrait parler, ne traverserait pas les mêmes difficultés qu'elle. Mais Élise et Raphaël décidèrent d'une chose importante.
Claire apprendrait la langue des signes, en même temps que le français parlé. Elle grandirait bilingue, capable de communiquer avec sa mère de la même façon qu'elle communiquait avec son père et avec le monde. Et ainsi fut fait. Avant de fêter son premier an, Claire faisait déjà des signes simples, lait, encore, maman, papa. Raphaël était fier, disant à qui voulait l'entendre que sa fille savait 2 langues avant d'avoir 1 an. Les années passèrent au rythme constant de la vie à la campagne. Claire grandit forte et vive, une gamine au rire facile qui servait de pont entre sa mère silencieuse et le monde bruyant. À 3 ans, elle traduisait déjà pour les voisins qui venaient visiter, expliquant les signes de sa mère avec une patience d'adulte dans un corps d'enfant. D'autres enfants naquirent. Pierre en 1931, Jean en 1933, Thérèse en 1935. 4 enfants qui remplirent la ferme de bruit et de vie, tous apprenant les signes avant de former des phrases complètes, tous grandissant avec la compréhension naturelle que la différence ne signifie pas être inférieure. La maison dut être agrandie 2 fois, les vignes s'étendirent, le troupeau de chèvres augmenta, une prospérité modeste mais réelle arriva dans cette propriété autrefois isolée. Élise devint une référence dans la région. Quand on découvrit qu'il y avait un enfant sourd dans le village voisin, la famille chercha Élise pour demander de l'aide. Elle passa des semaines à enseigner aux parents, enseignant les signes, enseignant la patience. L'enfant s'épanouit. D'autres familles vinrent. Élise commença à enseigner la langue des signes à la sacristie le samedi pour quiconque voulait apprendre. Raphaël était toujours à ses côtés, traduisait quand c'était nécessaire, soutenait inconditionnellement. En 1940, Élise et Raphaël étaient assis sur la terrasse regardant le coucher de soleil, comme ils le faisaient chaque soir que le temps permettait. Ils avaient 42 ans maintenant, des cheveux blancs parsemés, des corps marqués par le travail dur, mais des yeux brillants toujours d'un amour qui n'avait fait que croître avec les années. Les 4 enfants jouaient dans la cour. Claire du haut de ses 15 ans, veillant sur ses frères et sœurs, avec une compétence de seconde mère. Raphaël prit la main d'Élise, entrelace ses doigts avec les siens, comme il l'avait fait 1000 fois, mais sans jamais perdre la signification. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il en signe, une question qu'il posait périodiquement, car la réponse ne cessait jamais d'importer. Élise se tourna vers lui, le visage marqué par le temps, mais toujours beau à ses yeux. « Plus heureuse que je n'aurais rêvé possible, » signa-t-elle. « Tu m'as sauvé, Raphaël. Tu m'as donné une vie quand je faisais seulement qu'exister. » Raphaël secoua la tête. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » signa-t-il. « J'étais mort à l'intérieur. Tu m'as ramené. » Élise appuya sa tête sur son épaule. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient dit qu'elle était inutile, qu'elle était un fardeau, qu'elle ne serait jamais rien. Elle pensa aux 7 familles qui l'avaient rejetée. Une partie d'elles voulait les trouver et leur montrer. Regardez ce que j'ai construit, regardez ma famille, regardez mon bonheur. Mais une plus grande partie d'elles, la partie que Raphaël avait aidé à grandir, savait qu'elle n'avait rien à prouver à personne. Sa revanche était simplement d'être heureuse. Des années plus tard, en 1955, quand Élise avait 51 ans et Raphaël 65, ils reçurent une visite spéciale. Claire, maintenant mariée à un médecin de Lyon et vivant en ville, revint avec une nouvelle importante. « Maman, » signa-t-elle avec animation, « je veux que tu saches que j'aide à fonder une école pour enfants sourds à Lyon. Une vraie école où ils apprendront, où ils ne seront pas traités comme des incapables. Et je veux la nommer en ton hommage, École Élise Giraud. » Élise pleura, chose qu'elle faisait plus facilement dans la vieillesse. « Pas besoin, » signa-t-elle. « Je n'ai rien fait de spécial. » Claire tint les mains de sa mère. « Tu as tout fait ?» dit-elle à voix haute tout en signant. « Tu m'as appris que différent n'est pas moins bien, que l'amour trouve un moyen, que la communication n'a pas besoin de son. Tu m'as appris à être un pont, pas une barrière. Et maintenant je vais enseigner à d'autres enfants ce que tu m'as appris. S'il te plaît, laisse l'école porter ton nom. » Élise regarda Raphaël.
Il avait les larmes aux yeux aussi. « C'est ton héritage, mon amour, signa-t-il. Accepte. » Élise acquiesça, incapable de former des signes, tant ses mains tremblaient d'émotion. Claire l'étreignit fort, et Raphaël les étreignit toutes les deux. Et là, dans cette ferme qui avant était synonyme de solitude et maintenant transpirait l'amour, 3 générations célébraient une victoire silencieuse contre le préjugé et le rejet. Raphaël décéda en 1962, à 72 ans, dormant paisiblement avec Élise à ses côtés. Elle se réveilla et réalisa qu'il était parti durant la nuit, sans douleur, glissant simplement du sommeil à la mort. Elle tint sa main qui était froide et s'autorisa à pleurer comme elle n'avait pas pleuré depuis l'enfance. 34 ans ensemble, 34 ans d'amour, de communication parfaite, de partenariat absolu. Comment continuerait-elle sans lui? Mais elle continua parce qu'elle avait des enfants, des petits-enfants, une école à son nom, une communauté de personnes sourdes qui la voyaient comme une pionnière et une héroïne. Élise vécut encore 19 ans sans Raphaël, des années remplies par l'enseignement, la famille, un but. Elle ne se remaria jamais. Comment le pourrait-elle? Raphaël avait été le seul qui l'avait vraiment vu, la seule personne qui avait fait l'effort d'apprendre sa langue. Cela ne se remplace pas. Élise Morel-Giraud s'éteignit en 1981, à 77 ans, entourée de ses 4 enfants, 16 petits-enfants, et 5 arrière-petits-enfants. Ses funérailles furent énormes. Des gens vinrent de 3 départements, sourds et entendants ensemble, tous faisant des signes d'adieu, de gratitude, d'amour. On l'enterra aux côtés de Raphaël au cimetière du village, sous une pierre tombale qui portait une inscription spéciale. Elle a parlé sans voix, il a écouté sans son. Ensemble, ils ont enseigné que l'amour est un langage universel. L'école Élise Giraud continue de fonctionner des décennies plus tard, enseignant à des centaines d'enfants sourds qui désormais ne sont plus rejetés mais célébrés, non plus cachés mais fièrement visibles. À l'entrée de l'école, il y a une photographie en noir et blanc d'Élise et Raphaël le jour de leur mariage. Elle avec sa robe blanche et des fleurs dans les cheveux, lui en costume sombre et sourire discret, tous deux se regardant avec un amour si évident qu'ils traversent le temps. Sous la photographie, une plaque raconte l'histoire résumée. Élise Morel fut rejetée 7 fois parce qu'elle était sourde-muette. Raphaël Giraud, veuf solitaire, apprit la langue des signes pour communiquer avec elle. Ils se marièrent en 1928 et vécurent ensemble 34 ans, élevant 4 enfants et enseignant que la différence est une opportunité de grandir, pas une excuse pour rejeter. Cette école honore leur héritage d'amour, d'acceptation et de communication. L'histoire d'Élise et Raphaël est devenue une légende dans cette région de Provence. Les grands-parents la racontent aux petits-enfants, les professeurs l'enseignent dans les écoles, les jeunes couples s'en inspirent. C'est une histoire d'amour véritable, le genre d'amour qui ne se contente pas de la surface, mais plonge en profondeur, qui ne s'effraie pas des défis, mais les affronte, qui ne renonce pas, mais persiste. Et les nuits de pleine lune, disent les romantiques du village, il est encore possible de voir 2 ombres sur la terrasse de la vieille ferme qui appartient maintenant aux arrière-petits-enfants. Des ombres de mains bougeant dans l'air, conversant dans un idiome que seules elles comprennent, prouvant que même la mort ne réduit pas l'amour au silence quand il est construit sur la base de la véritable communication, de l'effort mutuel, de l'acceptation totale. Car au final, l'histoire d'Élise et Raphaël enseigne quelque chose que le monde a besoin de réapprendre constamment. L'amour véritable n'exige pas que l'autre change pour être accepté. L'amour véritable change lui-même pour pouvoir accepter. Raphaël n'a pas essayé de faire parler Élise, il a appris sa langue. Et dans ce geste simple mais révolutionnaire, il a construit non seulement un mariage heureux, mais un héritage qui a traversé les générations, prouvant que quand 2 personnes veulent vraiment communiquer, elles trouvent le moyen. Toujours. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante de cette histoire survenue dans la France profonde en 1928.
Peu importe à quel point la personne à vos côtés est différente, si vous êtes prêt à apprendre sa langue, quelle qu'elle soit, vous découvrirez que l'amour trouve toujours une forme pour s'exprimer. Toujours.